Tout le monde connaît le 1000 Il-14 et le 1000 Il-16. Ce sont des armes qui, à plus ou moins grande échelle, ont changé l'histoire de l'armement aux États-Unis et dans le monde. Les deux étaient des fusils standards de l'armée américaine. Mais si vous regardez de près, il y a un saut très étrange dans la désignation des deux armes. On est passé du 14 au 16. Ou du moins c'est ce que pensent les gens, car en fait, il y avait bien un 1015 et personne ne s'en souvient. Il n'a pratiquement pas duré en service, en raison de nombreuses lacunes et de la bureaucratie de son pays créateur. Cette vidéo raconte l'histoire intrigante de la standardisation des fusils américains, durant les années 50 et 60. Et, à son tour, vous découvrirez ce qu'était le 1015 et pourquoi il a disparu. Alors mettez-vous à l'aise, mon nom est Kevin Aguilar et ceci est le Guns Club. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à l'AM15, nous devons remonter un peu dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, toutes les puissances étaient en train de faire la transition de leurs armes obsolètes de guerre vers des armes plus avant-gardistes, mieux adaptées aux nouveaux champs de bataille. Mais ces changements n'étaient pas effectués dans le but d'offrir la meilleure puissance de feu, par exemple, mais plutôt dans le but d'avoir une bonne logistique. Les États-Unis et l'Union soviétique se sont rendus compte de l'énorme casse-tête logistique que représentait le fait d'avoir de nombreux types de munitions pour diverses armes, rendant la distribution et la création de fournitures pour les soldats et les armes beaucoup plus complexes. C'est pourquoi, pour l'OTAN naissante, le 7,62 x 51 OTAN a été standardisé. Un cartouche un peu grand, mais avec celui-ci, on pouvait utiliser la même munition de mitrailleuse pour les fusils. Ainsi, un seul type de munition alimentait toutes vos armes, sauf les pistolets. C'était simplement merveilleux logistiquement. Mais cela créait aussi beaucoup d'autres problèmes, surtout pour l'introduction de nouveaux fusils d'assaut, qui semblaient en être l'avenir à ce moment-là. La cartouche 7 points, 62 par 52, était très puissante pour un fusil automatique. Il était donc problématique de concevoir un fusil d'assaut avec ces caractéristiques. Les soviétiques ont fait la même chose que l'OTAN, mais avec une approche légèrement différente. Presque tous les fusils soviétiques et les mitrailleuses d'infanterie utilisaient le 7 points, 62 par 39. Cette cartouche a été conçue dans l'intention qu'elle puisse être utilisée comme munition intermédiaire et de mitrailleuse, ce qui a permis d'optimiser la logistique. Et de plus, que les soviétiques puissent développer des fusils d'assaut efficaces avant l'OTAN. Pour 47, les Américains savaient qu'ils devaient en fournir des armes automatiques, comme des fusils d'assaut, tout comme les soviétiques l'avaient fait, étant donné que l'armée avait comme fusil standard le 1000 un Garand, qui était déjà un peu démodé. Et pendant la guerre de Corée, les Américains utilisaient la carabine 1002, automatique, qui remplissait le rôle de fusil d'assaut. Celui-ci utilisait le Trent Carving et laissait beaucoup à désirer. C'est pourquoi en 52, un concours a commencé entre un tas d'armes qui voulaient devenir le fossile standard américain. Le T-48, le T-47 et le T-44. Le T-48 était une version américaine du Fabrique national, fusil automatique léger, tandis que le T-48 et le 44 étaient des développements locaux basés sur le 1001, Garand. Les tests ont montré une légère supériorité du Fabrique national fusil automatique léger, par rapport aux autres armes testées. Cependant, à la fin, le gagnant a été le T-44, car il était un peu plus simple que le fusil automatique léger. Et en plus, selon la Springfield Armory, il pouvait être fabriqué avec l'infrastructure existante du M1 Garand, ce qui s'est avéré ne pas être si vrai. Après les tests, le T-44 a été désigné comme le 1014 et a été adopté en 57 comme fusil standard des forces armées. Pendant son développement, l'M15 a été créé en parallèle, une arme techniquement identique à l'M14. Mais son intention était d'être mieux équipé pour être utilisé comme le Browning Bar. Il avait un canon renforcé pour le feu soutenu, une crosse renforcée pour résister aux énormes reculs, une étrange charnière qui s'ancrait à votre épaule, et un bipied pour être à plat ventre. Plus tard, nous parlerons de son destin curieux. Les M14 et M15 en général étaient de grands fusils. Ils étaient aussi fiables que précis. Ils étaient la définition même de la polyvalence. En plus de remplacer le 1000 Il-1, un Garand ces derniers ont mis fin à l'utilisation du 1000 Il-3 de la carabine, 1000 Il-1 et 1000 Il-2, et le Browning Bar, définitivement. Donc cette arme remplissait le rôle de 4 armes en une seule. Cependant, un grand conflit régnait au sein du département de la défense. Deux factions se sont formées, les progressistes, qui rejetaient le 1014 et demandaient un fusil de calibre inférieur qui avait des polymères, et les plus conservateurs, qui voulaient une arme américaine et surtout de gros calibre. Ces derniers dégagneraient cette bataille, donc les années 60 arriveraient également, et avec eux, la guerre du Vietnam.
lorsque le conflit a commencé. Tous les soldats avaient déjà leur M14, mais les premières années de guerre ont été vraiment horribles pour les soldats, comme vous pouvez l'imaginer. Les M14 n'étaient définitivement pas adaptés à la guerre moderne, du moins pas en tant que fusil d'assaut. Dans la jungle du Vietnam, le bois de noyer qui composait la structure de l'arme se gonflait d'humidité, réduisant son intégrité et provoquant des fissures, juste en utilisant le fusil. Le fusil était long, lourd et peu pratique dans la jungle, avec comme principal problème sa cartouche. Cette arme avait un sélecteur de tir avec un mode semi-automatique et automatique. Le problème était que, comme vous pouvez l'imaginer, tirer en mode automatique avec précision était pratiquement impossible. Le recul était trop fort pour un fusil, donc les soldats utilisaient l'arme en mode semi-automatique. Toujours, bien que la cartouche était suffisante pour pulvériser des arbres de taille moyenne. Malgré cela, les soldats semblaient essentiellement avoir des 1001 garants pour affronter des ennemis avec des AK, 1000S, RP, DS et Rocket Propelled Grenade 7. C'était une folie totale, une folie complète. Pour résoudre ces problèmes, on a essayé d'introduire des polymères dans la crosse, mais ils sont arrivés trop tard. Les pertes américaines en 68 étaient alarmantes, et il fallait faire quelque chose. Depuis quelques années, Robert McNamara, le secrétaire à la défense, avait approuvé l'évaluation des fusils AR-15 pour les faire concurrencer contre les 1014. Malgré la démonstration de la supériorité des AR-15 dans tous les aspects, il a été décidé de standardiser quand même le 1014. On ignore exactement pourquoi cette décision controversée a été prise, mais il est fort probable que les hauts commandements américains, à l'ancienne, aient vu les armes en polymère comme des produits en plastique de mauvaise qualité, et perçu le calibre intermédiaire comme faible. Plus le projectile est gros, mieux c'est, n'est-ce pas? Eh bien, comme nous l'avons dit en 68, le problème de cette décision controversée coûtait énormément de vies. Comment était-il possible qu'un pays comme le Nord-Vietnam ait de meilleures armes que la plus grande puissance militaire de l'époque? C'est pourquoi Mille-Il Anyamara a décidé de standardiser le Mille-Il 16 et a suspendu toutes les commandes de Mille-Il 14. Les soldats, cependant, n'étaient initialement pas satisfaits du M16. Ils l'appelaient « jouet de Mattel », car ils étaient en plastique et vous savez, l'acceptation des polymères a été difficile au début, malgré leur horrible adaptation initiale. Dans les années 70, ils avaient quasiment remplacé les 1014. En ce qui concerne les M15, leur participation a été limitée au début du conflit. Mais les soldats ont réalisé que leurs améliorations correspondaient à un M14. Normal avec bipied, donc il n'a jamais été produit en masse. Cela s'est transformé en Mille-Il 14 E2, qui à son tour est devenu le Mille-Il 14 A1. Cependant, il n'a pas réussi à remplir le rôle de mitrailleuse légère comme prévu. Ils ont même essayé de fabriquer des 1016 avec des bipieds pour remplir cette fonction. 1000 aises à la fin, le rôle de la mitrailleuse légère serait repris par le 1060, qui bien qu'il ait certains problèmes de poids, était une meilleure arme pour le soutien de l'infanterie proche. Donc oui, le M15 a bien existé, seulement il n'a pas eu l'occasion de briller. Et c'est pour cela qu'il a été oublié à la fois par l'armée américaine et par la culture populaire. Il est curieux de voir comment les États-Unis ont peur d'innover. Il était presque 30 ans derrière les soviétiques dans le développement des fusils. Et ils n'ont pas pu les rattraper avant les années 80, avec le développement des dérivés du R-15. Sortir de notre zone de confort peut être aussi difficile que la performance d'un Premier ministre, et c'est une réflexion intéressante. 16. Mais à la fin, tout ce sacrifice nous apporte toujours de bonnes choses. Si cette vidéo vous a intéressé, celle-ci pourrait également vous intéresser. Elle compare la grenade américaine et allemande de la Seconde Guerre mondiale. Laquelle était la meilleure? Je vous le recommande. Merci pour la vidéo et à la prochaine. Au revoir.